Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3080 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 7 octobre avec des anniversaires et tout d'abord le latéral droit anglais de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat en fin de saison, donc il pourrait peut-être quitter Liverpool. L'été 2025 on verra, sinon d'autres anniversaires comme le gardien de Tottenham Vicario, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on est lundi, vous savez que le lundi les gars on parle de tout ce qui s'est passé sur le week-end. Beaucoup de choses à dire, c'est parti, on commence tout d'abord avec le championnat français, la Ligue 1 et le dernier match qui s'est joué hier entre Nice et le Paris Saint-Germain. Et score final 1 partout, donc Abdi a été buteur côté niçois contre un but de Nuno Mendes côté Paris Saint-Germain. Donc voici les statistiques de la partie, donc le PSG a eu plus la possession du ballon, à 71% de possession de balle pour le PSG, seulement 29 pour l'équipe de Nice. Nice c'est 9 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but. Le PSG c'est 19 tirs quand même, c'est pas mal, 9 tirs cadrés, 1 but marqué. Il y a eu quand même 8 arrêts du gardien Marcin Bulka, le gardien polonais de l'équipe de Nice qui a réalisé un énorme match, sinon le PSG serait certainement imposé lors de cette rencontre. Mais voilà, partage des points pour ces deux équipes. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, version PSG, ça revient par rapport à ce match, pas tout compris. Et 5 jours après la défaite contre Arsenal, mardi dernier 2-0, un PSG aux deux visages doit se contenter du nul à Nice. Monaco est seul en tête de la Ligue 1, c'est que le PSG sur cette rencontre a été bien meilleur en seconde période qu'en première mi-temps, où la première mi-temps a tout simplement été pas du tout bonne pour le Paris Saint-Germain. Et c'est que cette semaine, la semaine dernière a été compliquée pour le PSG avec 2 matchs et seulement pas de victoire. Un nul et une défaite. Défaite contre Arsenal, nul contre l'OGC Nice. Bon, c'est vrai peut-être que cette trêve arrive à pic pour le PSG qui va pouvoir peut-être réfléchir. Enfin, Luis Enrique va peut-être réfléchir à d'autres options, on peut dire, pour le retour des matchs. Ça sera dans à peu près 2 semaines. Mais c'est vrai que la semaine dernière n'a pas été bonne. Et c'est vrai que Luis Enrique a remporté seulement, c'est déjà pas mal, mais si on compare avec les autres entraîneurs du PSG, c'est lui qui a le plus mauvais ratio. 64,5% de ses rencontres sur le banc avec le PSG en compétition officielle. Le plus faible ratio de victoire pour un entraîneur depuis Carlo Ancelotti en 2013. Ça faisait depuis 11 ans qu'il n'y avait pas eu un entraîneur avec un ratio aussi bas. Aussi bas en termes de victoire. Donc 63,7% de victoire pour Ancelotti à l'époque. Et là 64,5% pour Luis Enrique. C'est-à-dire tous les autres entraîneurs après Ancelotti ont eu un meilleur ratio de victoire que Luis Enrique. Donc voilà, concernant le coach espagnol. Et Luis Enrique sur la sortie de Randal Colomani à la mi-temps à Nice, pour Canguigny, il a dit j'aurais pu effectuer 5 changements à la mi-temps parce qu'il n'était pas du tout satisfait de la première mi-temps du PSG. Il a dit 5 joueurs auraient très bien pu sortir, mais j'ai décidé d'en faire un seul et c'était celui-ci, de sortir Colomani pour faire rentrer Canguigny. C'est vrai que Colomani c'est quand même très compliqué. Notez que Gonzalo Ramos est blessé encore pendant un mois. Quand il joue, déjà il joue rarement, souvent il est remplaçant et quand il est titulaire, il sort à la mi-temps. C'est très compliqué. Bon après il n'a pas été bon. De toute façon Randal Colomani et même Zaire Emery, les deux ont obtenu une note de 3. Donc un Zaire Emery impuissant et un Colomani transparent. C'est pour ça qu'il y en a un qui devait sortir à la mi-temps. Et ça a été Colomani, on peut dire qu'à trinqué. Et c'est vrai que concernant les autres joueurs du PSG, c'est vrai que ça n'a pas été une grande équipe du Paris Saint-Germain. Bon, il y en a qui ont fait leur match, il y en a qui sont passés à côté. Comme Zaire Emery, c'est que Zaire Emery c'est quand même très inquiétant comme depuis quelques semaines. On ne retrouve pas du tout le Zaire Emery de la saison dernière. Fabien Ruiz aussi, il y a vraiment un Fabien Ruiz version Espagne et version PSG, c'est pas du tout le même. Je sais pas c'est quoi le secret de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, pour faire rayonner Fabien Ruiz, parce qu'il ne rayonne pas. Du côté du PSG, Neves ça a été faible, c'est note de 4, Barcola ça a été 4, Colomani ça a été 3, sinon la défense a été plutôt correcte avec Pacho, Marquinhos et Donnarumma, une note de 6. Et pour revenir sur Zaire Emery, connaît la période la plus compliquée de sa jeune carrière actuellement. Parce qu'il est tout jeune, il a 18 ans, mais c'est vrai qu'il avait commencé très fort en faisant vraiment des gros matchs. On se souvient en Ligue des Champions saison dernière, mais là c'est vrai que depuis quasiment le début de saison, Zaire Emery, les gars, c'est très délicat. On peut voir qu'on a l'impression qu'il est limité. Peut-être, je sais pas si c'est la fatigue, j'en sais rien. Mais il a vraiment du mal sur ce début de saison. Et c'est vrai que sur ce milieu de terrain, hier, regardez les gars, il y a eu quand même 20 ballons perdus. C'est énorme. Donc le milieu Ruiz, Neves, Zaire Emery, dans cette première mi-temps, 20 ballons perdus pour normalement 3 joueurs. Les gars, c'est normalement des joueurs qui perdent très rarement le ballon. Ils en ont perdu quand même 20 en 45 minutes. C'est pour ça qu'il y a eu un changement à la mi-temps. Bon, c'est même pas un milieu qui est sorti, c'est plutôt, comme je l'ai dit, Randal Colomani. On va parler de ce joueur. Il joue pas au PSG. Il joue, en face, c'était l'équipe de Nice, mais c'est Tanguy Ndombele.
Il a rejoint le club niçois lors du dernier mercato. C'est vrai qu'il a fait un énorme match. Et Walid Cherchour, sur le niveau de Ndombele, a dit pour moi, il a été le meilleur milieu de terrain de la rencontre devant ceux du Paris Saint-Germain. Ça avait été la même chose face à Marseille où il avait été très bon. Ndombele, donc ce soir, il donne la leçon à Zaïre Emery. Je suis fâché parce que ce mec-là, à 27 ans, devrait être en équipe de France. Et quand on voit Zaïre Emery appelé en équipe de France, on se dit, en plus par rapport au dernier match, pas que le match contre Nice, mais les derniers matchs aussi sont pas bons pour Zaïre Emery. On se dit qu'il y a Ndombele qui est très bon depuis le début de saison. Il n'y a pas que le match hier où il a été bon. On se dit que voilà, Deschamps, Ndombele, les gars, il aurait mérité totalement sa place, bien sûr, du côté des Bleus. On va parler de ce joueur, les gars, c'est l'infatigable Dante, 40 ans et 350 jours. Tiens, dans une semaine, là, il va fêter comme ses 40 ans, Dante. Titulaire, capitaine indiscutable de l'équipe niçoise. Et plus le temps passe, plus je me sens jeune. Puis regardez sa hitmap, il était tout simplement partout. Il a fait un énorme match. Le défenseur brésilien aura 41 ans dans 2 semaines. Il a été impeccable hier face au Paris Saint-Germain. Quelle longévité, très jolie à voir, parce que 41 ans, toujours footballeur, alors qu'il y a des joueurs, je ne sais pas, comme Varane par exemple, 31 ans. On sait qu'il a pris sa retraite il y a quelques jours. On va parler d'Ousmane Dembélé sur chaque rencontre de Ligue 1 ou presque. Dembélé est décisif cette saison, donc c'est lui le passeur D pour le but de Nuno Mendes. Donc il y a seulement le match contre Lille où il n'avait ni marqué ni passeur D, mais sinon tous les autres matchs il a été au moins une fois décisif, Ousmane Dembélé. Et concernant Donnarumma, le gardien, donc après le match nul du PSG à Nice, il a dit pas grave de ne pas être premier parce que le PSG en ce 7 octobre n'est plus premier de la Ligue 1, ils ont perdu leur place par rapport à cette équipe. On bascule maintenant sur l'AS Monaco qui s'est imposé quand même du côté de Rennes. Rennes c'est très fort surtout à domicile. Aller gagner Rennes à Rosen Park c'est compliqué, Monaco l'a fait avec un but de Kerrer et Balogun contre un but de Ludovic Blas, un magnifique but de Blas. Mais ça n'a pas suffi, donc l'AS Monaco, même s'ils ont été plutôt dominés, seulement 5 tirs, 2 tirs cadrés pour Monaco, 2 buts inscrits, 0 arrêt de Mandanda. Côté Rennes, ils ont un peu plus de tirs, plus de tout, mais ils n'ont pas été plus efficaces que Monaco. Du coup, Monaco réalise la très grosse opération et Monaco met la pression parce que ce match a eu lieu avant le match du PSG. Donc, ils mettent la pression au PSG. Le PSG a fait nul. Du coup, Monaco est actuellement leader. Et 19 points en 7 matchs pour l'AS Monaco. Donc, c'est simple. Il y a eu 7 matchs de Ligue 1 joués. Il y a eu un match nul, 6 victoires, 0 défaites. Voilà, donc c'est quasiment un début de saison parfait pour l'équipe de l'ASM et Adi Hutter, donc c'est vraiment du sérieux le coach de cette équipe. Donc 19 points après 7 matchs de Ligue 1, meilleur départ à ce stade de la compétition depuis 1961 pour l'AS Monaco. Voilà, il faut remonter à plus de 60 ans pour voir un Monaco commencer aussi fort après 7 matchs et ses victoires. Donc Adi Hutter a remporté 63,4% de ses matchs sur le banc monégasque, donc 26 matchs gagnés sur 41 matchs où il a pu coacher depuis qu'il est arrivé. Ratio le plus élevé de l'histoire du club et l'AS Monaco a remporté quand même 9 de ses 10 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? C'est que Monaco est un candidat très sérieux au titre. Ils avaient remporté il y a quelques années, je sais plus, c'était en 2017 quand Mbappé était encore là. Il a remporté le championnat de Ligue 1. Ils peuvent, bien sûr, quand on voit l'effectif de cette équipe, ils peuvent bien sûr gêner et gagner la Ligue 1 en fin de saison. On va parler de ce joueur, Ben Seguir. Quelle partie, une note de 8, c'est simple. Il a été décisif sur les 2 buts de l'AS Monaco. Voilà, ce magnifique joueur Ben Seguir a noté que Kalimundo, donc lui inoffensif, une note de 3 pour l'attaquant rennais. Et pour finir, les gars, sur ce match magnifique tifo du Rosen Park en hommage à Benjamin Bourigeaud qui a quitté le stade rennais cet été parce que Bourigeaud était présent. Il n'a pas joué parce qu'il joue maintenant dans un autre championnat, mais il était présent en tribune pour suivre bien sûr le match. Puis il y avait un magnifique banderole, on peut dire. Donc ton nom restera gravé dans les travées en gros du stade Rosen Park. On continue avec l'équipe surprenante de Reims, les gars. Ça tourne aussi très fort Reims en ce début de saison. Reims contre Montpellier, 4-2 pour le stade de Reims. Munetsi, Nakamura, Diakité et Teddy Thomas sur pénalty à la 93e minute de jeu contre un doublé de Nordin côté Montpellier-Hérault. Donc parfait pour le stade de Reims, 4-2, ça tourne très très fort le stade de Reims. Et Nakamura qui a été buteur. Donc 24 ans, un joueur japonais a marqué lors de ses 4 derniers matchs avec l'équipe de Reims. Donc contre Montpellier, contre Angers, contre le PSG et contre le FC Nantes. Genre vraiment intéressant. Il ne lui manquait que la finition la saison dernière. Puis là, il a trouvé la finition parce qu'il a été buteur sur les 4 derniers matchs qu'il a pu disputer. Toujours sur cette équipe de Reims, j'avais parlé les derniers jours, j'ai dit qu'avant le match, il allait avoir l'inauguration de la statue de Juste Fontaine.
devant le stade de l'Aude, le stade de Reims. Ça a été fait juste avant le coup d'envoi de cette rencontre ce week-end. Et concernant l'équipe en face, qu'on a parlé de Reims, mais Montpellier, eux, c'est très compliqué. C'est même catastrophique. Le début des saisons cataclysmique de Montpellier. Il y a eu seulement une victoire contre l'AG Auxerre, une victoire 3-2. Sinon, il y a eu beaucoup de défaites. Il y a eu un nul contre Strasbourg lors du premier match. Sinon, il y a eu une défaite 6-0 contre le PSG. Bon, je ne vais pas citer toutes les défaites, mais il y en a eu 5 depuis le début de saison. Donc 8 buts marqués pour 21 buts concédés. En plus de ça, le nombre incalculable de blessés n'arrange rien. Donc tous les signaux sont au rouge et rien ne laisse penser que ça pourrait changer. Montpellier, je crois qu'il est avant-dernier de la Ligue 1, attention, parce qu'une équipe quand même qui est en Ligue 1 depuis beaucoup d'années, et s'il continue comme ça, les gars, ça va être compliqué. Et il pourrait bien sûr descendre en Ligue 2. Bon, on n'est pas encore là, mais voilà, il va falloir qu'ils réagissent. Lyon contre l'équipe du FC Nantes, et Lyon s'est imposé 2-0, c'était hier à 15h cette rencontre. Donc Tagliafico et Palois contre son camp. Voilà, parfait pour l'Olympique Lyonnais qui tourne fort. Comme Lyon, depuis qu'ils ont perdu l'Olympico contre l'Olympique de Marseille, c'était il y a 2 semaines. En gros, ils ont joué 4 matchs, ils ont gagné les 4. Voilà, donc parfait. Donc la une du journal, l'équipe inverse Lyon, inarrêtable. Donc dans le sillage d'un Ryan Cherki au jeu, enfin efficace, c'est que Cherki, les gars, actuellement il a son prime. Donc Lyon remporte une quatrième victoire de suite et intègre le top 10 de cette Ligue 1. Donc ils ont gagné de Nantes. Ils ont gagné Glasgow Rangers 4-1, Toulouse 2-1 et l'Olympiakos 2-0. Voilà, Lyon remonte à la 7e place. Voilà, peut-être ça leur a fait du bien de perdre contre l'équipe de Marseille parce que c'est une réaction après avec 4 matchs, 4 victoires pour cette équipe de Lyon. Et magnifique ovation de tout le stade pour Ryan Cherki à sa sortie parce que ce joueur, les gars, il est souvent il y a la polémique autour de lui, soit il a des périodes où il fait n'importe quoi, il est sifflé par les supporters et actuellement, comme j'ai dit, il marche sur l'eau, il a son prime et donc il a joué, il est sorti avant la fin du match, il a reçu une ovation de la part du public lyonnais. Vous regardez sa première mi-temps, c'est quand même 42 ballons touchés, c'est énorme, 4 dribbles réussis, 2 passes clés menant un tir, grosse performance bien sûr, de Ryan Cherki et le défenseur Moussa Niakate, donc défenseur de Lyon sur Cherki, il a dit c'est le talent qui fait la différence, quand il est comme ça, c'est très compliqué de l'arrêter. J'avais entendu des choses sur lui avant d'arriver, mais il n'en est rien. Il a une mentalité extraordinaire, c'est un amoureux du football. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse, le défenseur lyonnais sur Ryan Cherki, qui actuellement, comme j'ai dit, à son prime, c'est-à-dire à son meilleur niveau de sa carrière, de sa jeune carrière, parce qu'il est encore tout jeune. A noter que du côté de Lyon, il y a quand même des choix forts, parce que Cherki a peut-être joué, mais il y en a qui n'ont même pas été retenus dans le groupe, comme Wilfried Zaha et Gilles Orban n'ont même pas été dans le groupe, ils n'étaient même pas parmi les remplaçants. Voilà, c'est quand même 2 joueurs qu'on a pu voir peut-être jouer, ou même être dans la liste des joueurs présents. Non, ils n'étaient même pas présents, c'est 2-là. Et toujours, sur cette rencontre, donc un membre du groupe de supporters lyonnais, le 6-9 Pirate, a reçu 6 coups de couteau après le match de cet après-midi. C'est pas par rapport, pas avec des supporters nantais, c'est en gros 2 groupes de supporters lyonnais qui se sont battus. Et il y a un supporter qui a pris 6 coups de couteau dans la cuisse. Dans la cuisse, il faut souligner que c'était là. Mais bon, voilà ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre. On continue avec les voisins de Lyon, c'est l'AS Saint-Etienne qui jouait contre l'AG Auxerre. C'était un match déjà entre 2 promus. Un match il ne fallait pas perdre, un match très important, prendre des points pour se maintenir. Et c'est l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé 3-1 avec un triplé de David Tajvili, un joueur géorgien. Voilà, donc entre un but de Bahir côté AG Auxerre. Donc parfait bien sûr pour l'AS Saint-Etienne avec cette magnifique victoire 3 et voilà, puissance 3 parce qu'il a marqué le triplé. Ce joueur, lui qui avait déjà marqué, pas marqué mais plutôt une passe D lors du dernier match contre Nantes. Il y a eu 2 partout, il a été auteur d'une passe décisive. Donc voilà, ces 2 derniers matchs ont été très bons pour le joueur géorgien. Il y avait également Lille contre Toulouse, donc Lille qui avait battu le Real Madrid il y a quelques jours à 0. De nouveau, ils ont battu notre équipe, un peu moins prestigieuse bien sûr que le Real, c'est Toulouse, mais c'est toujours aussi une équipe compliquée à jouer. Donc 2-1 pour le LOSC, Gomez et Bakker, les 2 buteurs contre un but d'Aboukal. Côté TFC, voici les statistiques de la partie, c'est un match plutôt serré, on peut voir les stats, c'est quasiment pareil, mais c'est Lille qui a été plus efficace. Et la belle semaine du LOSC, oui, avec une victoire contre le Real en Ligue des Champions et une victoire face à Toulouse. N'oubliez pas que Lille, avant tout ça, ils avaient enchaîné je crois 4 matchs d'affilée sans gagner. Même ils avaient fait un nul après, c'était même 5 victoires, 5 matchs sans gagner avec 4 défaites et un nul. Et ça, là, il repart sur une série de victoires. A noter que Lucas Chevalier a encore fait un gros match, lui qui avait été exceptionnel contre le Real avec une note de 9/10 dans le journal L'équipe. Donc pour son match contre Toulouse ce week-end, il a obtenu une note de 8/10. Un gros match encore de la part de Lucas Chevalier. Et aussi ce jeune Ayoub Boadi qui a fêté ses 17 ans. C'était lors du match contre le Real. C'était mercredi dernier. Donc après sa masterclass face au Real mercredi, le franco-marocain vient de délivrer sa première passe D ce soir pour permettre au LOSC de l'emporter. Voilà pour le but de Bakker, le but du 2-1. Et surtout il a encore fait un très gros match ce Ayoub Boadi. Voilà, qui a été sélectionné, n'oubliez pas, avec l'équipe de France U20. Et toujours avec Lille. Donc le LOSC a boycotté DAZN durant Lille-Toulouse ce week-end. Le club nordiste est mécontent de la programmation du
derby du Nord à Lens. Aucun joueur ne s'est présenté au micro du diffuseur de la Ligue 1 à la mi-temps et à la fin du match. C'était une consigne du président de Lille de ne pas se faire interviewer par les consultants de DAZN. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer pour Lille? C'est que dès le retour de la trêve, ils auront des matchs très importants, avec 3 déplacements importants. Et surtout, ils auront un déplacement en Ligue des Champions, je crois que ce sera un mardi. Contre l'Atlético à Madrid. Puis après, ils joueront le samedi soir contre Lens, le derby du Nord. Alors qu'ils auraient préféré jouer le dimanche pour avoir un jour de repos en plus. Du coup, ils n'ont pas du tout apprécié ça. Ils jouent le samedi au lieu du dimanche. Et du coup, c'est pour ça qu'ils proteste en gros contre DAZN. Et à noter, tiens, toujours sur ce match, et côté toulousain, le coach, il s'est fou, Martinez Novel Carles, donc s'est blessé en célébrant le but toulousain à Lille. Bon, ils ont perdu à la fin, mais je sais pas ce qu'il a fait, il a sauté, il s'est blessé au niveau de la cheville, le coach toulousain. Il y avait également à Strasbourg contre Lens, j'ai regardé un peu cette rencontre hier, c'était hier après-midi, bref. Donc il y a eu 2 partons entre ces 2 équipes, on peut voir là tous les buteurs des 2 équipes tout simplement. Les statistiques, donc 5 tirs cadrés pour les 2 équipes, donc pas mal de buts, donc voilà, il y a eu quand même du spectacle. Mais c'est vrai que côté lensois, Lens n'avance pas trop parce que 5e match de nul en 7 matchs pour Lens. Regardez, Strasbourg, Nice, Rennes, Lyon et Monaco. Voilà, c'est bien le nul parce que tu perds pas, mais non plus tu gagnes pas, donc tu prends seulement un point. Ils ont fait quand même déjà 5 matchs nuls en 7 matchs, cette équipe de Lens. Et par rapport à ce chiffre 5, Lyon par exemple, saison dernière, ils avaient fait 5 matchs nuls, mais sur tout l'ensemble de la saison, alors que Lens est déjà 5 matchs nuls après seulement 7 journées de Ligue 1. Et à noter que l'arbitre, c'était Stéphanie Frappard, et voilà, semble une nouvelle fois faire débat. L'arbitrage de Stéphanie Frappard n'a pas encore été très bon hier. Et le craquage des Lensois, la méno dans un parcage plein. Il y avait beaucoup de supporters lensois qui sont venus du côté de Strasbourg. Bien sûr, ils ont craqué pas mal de fumigènes. Brest contre l'équipe du Havre, et Brest s'est imposé 2-0. Ayork et Salah ont été les 2 buteurs. Parfait, bien sûr, pour Brest, avec leur victoire la semaine dernière 4-0 du côté de Strasbourg. Là, de nouveau, avec une belle victoire. Donc 8 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc le Havre, regardez, c'est quand même 14 tirs le Havre, mais c'est 0 tirs cadrés, 14 tirs hors cadre. C'est pas possible. Si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et à noter que ce match, les gars, Pierre Lesmelou a joué. Il a surtout rejoué. Lui qui n'avait plus joué depuis 5 mois, c'était blessé, c'était fait opérer. Il a pu rejouer lors de cette rencontre. Donc voilà, les gars, j'ai parlé de tous les matchs à Marseille-Angers. On avait parlé samedi matin parce que le match a lieu vendredi. Donc j'en ai parlé samedi. On a parlé de toutes les rencontres. Donc concernant les meilleurs joueurs de cette 7e journée. Donc tiens, Lucas Chevalier, de nouveau le gardien lillois, est dedans. Balogun, l'attaquant monégasque, est dedans. Il y a pas mal de joueurs de Monaco. Après, c'est imposé du côté de Rennes. Donc il y a lui, il y a qui d'autre? Il y a Ben Seguir bien sûr aussi qui est dedans avec son doublé de passe D. Le joueur de l'AS Monaco avec son triplé, l'AS Saint-Etienne, désolé, il est bien sûr présent. Endo Mélé avec son gros match contre le PSG, il est également présent dans cette équipe type. Concernant le classement des meilleurs buteurs, ça bouge pas. Barcola toujours en tête avec 6 buts marqués, David 5 buts, Greenwood 5 buts, Dembélé, il y a Nakamura, là, c'est le seul à remarquer je crois ce week-end parmi les meilleurs buteurs du côté de la Ligue 1. Et le classement tout court de la Ligue 1, donc Monaco maintenant nouveau leader du championnat français. Donc Monaco a 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Commence à redécru, 19-17, après on passe à 14 avec Marseille et Reims. Après c'est un peu plus serré bien sûr. Donc voilà, Lyon à la 8e position. Et dernier, donc c'est Angers qui a pris comme un point à Marseille ce week-end. Et Montpellier, je dis c'est compliqué, 7 matchs seulement une victoire. Montpellier a déjà en plus 21 buts pris, c'est la pire défense de la Ligue 1. Et à noter les gars que sur cette saison pour l'instant il y a encore 3 clubs toujours invaincus. Le Paris Saint-Germain, Monaco et Lens sont les 3 seules équipes pour l'instant encore invaincus de cette Ligue 1. Et maintenant c'est fini la Ligue 1, c'est la trêve internationale pendant 12 jours, plus de matchs. À noter que dès le retour de la trêve les gars, il y aura un gros match. Monaco recevra l'équipe de Lille. Voilà, donc Lille c'est 5e, Monaco c'est 1er. Voilà, ça sera le gros match dès le retour de la trêve. Tiens, on continue toujours avec la Ligue 1. C'était une info qui date il y a 6 ans jour pour jour. C'était le festival de Kylian Mbappé avec le PSG. Il inscrivait un quadruplé, 4 buts en l'espace de 13 minutes face à Lyon. 61e, 66, 69e et 74e minute de jeu. Il avait écrasé l'équipe de Lyon à lui seul. Kylian Mbappé, c'était il y a 6 ans, jour pour jour. On passe rapidement à la Ligue 2. Donc tiens, en parlant de Mbappé, on sait que Kylian Mbappé, il joue au Real, mais il a un club maintenant où il est propriétaire, c'est Caen. Et quand samedi, il jouait contre Lorient, ils ont perdu 2-1. L'équipe du Stade Malherbe de Caen, notez la victoire de Metz 3-2 contre Amiens et la victoire de Clermont 4-1 contre l'en avant de Guingamp. Tous les autres résultats bien sûr de cette journée de Ligue 2, donc pour Bastia ça a été reporté une date ultérieure cette rencontre. Et le classement, c'est le Paris FC avec Lorient, les deux en tête. Après il y a Dunkerque, Metz et l'équipe de Annecy. Et à noter tiens aussi rapidement une info sur les Girondins de Bordeaux qui sont en National 2. Et Bordeaux a gagné, première victoire en National 2, ils ont gagné 2-1 contre Saumur avec un doublé de
Andy Carroll, l'ex-attaquant par exemple de Newcastle ou de Liverpool. Tiens, on va parler maintenant, on quitte la France, direction l'Angleterre et on va parler de l'ancien club de Andy Carroll, Liverpool, parce qu'on commence maintenant avec les résultats en Première Ligue et le leader actuellement c'est Liverpool. Et ce week-end il jouait, c'était samedi en début d'après-midi à Crystal Palace et victoire 1-0 de Liverpool grâce à Diogo Jota, buteur à la 9e minute de la partie. Donc parfait bien sûr pour les Reds. Donc voici les statistiques de la partie. Donc plus de possession, plus de tirs, après plus de tirs cadrés quand même côté Crystal Palace, mais c'est Liverpool qui a été plus efficace. Et c'est que Liverpool a remporté ses 4 premiers matchs à l'extérieur d'une saison en Première Ligue pour la deuxième fois seulement après 2019-2020. C'est que c'est plutôt rare. Donc ils ont gagné 2-0 à Ipswich, 3-0 à Manchester United, 2-1 à Wolverhampton et 1-0 à Crystal Palace. Donc prochain match à l'extérieur, ça sera Arsenal. Là ça va être très compliqué. Parce qu'Arsenal on les connaît surtout à domicile, c'est fort Arsenal. Mais voilà, pour l'instant ça fonctionne très très bien cette équipe de Liverpool. Et c'est que surtout, leur gros point fort, c'est la défense. Regardez, là ils sont à 7 journées, ils ont pris 2 buts, ils en ont pris un à la 6e journée et là à la 4e journée. Voilà, sinon que des clean sheets. Voilà, donc du bouclier qui bouclier tout simplement, c'est la défense Konaté Van Dijk les gars qui est exceptionnelle actuellement du côté des Reds. Et à noter ça c'est quand même le gros coup dur du côté de Liverpool parce qu'Alisson Becker est sorti sur blessure face à Crystal Palace. Et ça sent pas bon parce qu'Arne Slot a dit qu'il devrait revenir après la trêve, pas la trêve d'octobre mais la trêve de novembre. Donc novembre les gars c'est dans un mois. Il devrait louper les prochains matchs, Chelsea, Leipzig, Arsenal, Brighton, 2 fois Brighton, parce qu'il y aura peut-être un match de FA Cup, Leverkusen et Aston Villa, comme des grosses équipes où il ne sera pas Alisson Becker, sera la doublure, je ne sais pas qui c'est actuellement la doublure du côté de Liverpool, mais voilà, ça c'est un gros coup dur du côté des Reds. On continue avec le dauphin de Liverpool en Première Ligue, c'est Manchester City qui joue ce week-end contre Fulham, et City s'est imposé 3-2 avec un doublé de Kovacic et un but de Jérémy Doku, donc parfait bien sûr pour City qui a un peu galéré, parce que quand même ils ont concédé 2 buts. Mais bon, ils ont quand même gagné le match, 20 tirs, 7 tirs cadrés et victoire de Manchester City et surtout City avec ce match sans perdre est invaincu depuis 30 matchs en Première Ligue, 30 matchs d'affilée sans perdre et ils ont déjà réalisé cette série-là, City les gars, en 2017-2018, regardez ils avaient aussi enchaîné 30 matchs d'affilée sans perdre en Angleterre, il s'est arrêté à 30, donc là ils sont à 30, donc prochain match ils ne perdent pas. Et ça sera un record, on peut dire, pour Pep Guardiola du côté de Manchester City. Et une autre stat aussi sur City, il reste aussi sur 50 matchs sans défaite à domicile. C'est fou, la dernière défaite remonte au 5 novembre 2022. Ça va faire dans un mois, les gars, ça fera 2 ans, si on n'a pas perdu depuis, qui n'ont pas perdu à domicile. Ils avaient perdu contre Brentford il y a le 5 novembre 2022 et pour l'instant ils enchaînent les matchs sans perdre à domicile. Bien sûr, c'est 41 victoires, 9 matchs nuls à domicile pour cette équipe de Manchester City. Et tiens, une petite info sur Pep Guardiola, n'oubliez pas que l'entraîneur de City est en fin de contrat, en fin de saison. Et City a continué de tout faire pour essayer de prolonger Pep Guardiola parce qu'ils veulent bien sûr le garder. À la fin de la saison dernière, l'Espagnol voulait quitter le club à la fin de son contrat, donc là au 30 juin 2025, mais il envisage tout de même une prolongation, donc pour l'instant on ne sait pas s'il va rester, partir. J'ai toujours entendu qu'il rêvait d'entraîner une nation, enfin une sélection nationale, si imaginez il quitte City en 2025, ça sera un an de la Coupe du Monde qu'il pourrait préparer bien sûr avec une nation, la Coupe du Monde 2026, donc on verra. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais bien sûr, City souhaiterait qu'il reste en place. On continue avec les 3e de la Première Ligue, c'est Arsenal. Après avoir battu le PSG 2-0 en milieu de semaine, ils se sont offerts Southampton, une équipe promue 3-1. Donc Havertz, encore buteur, lui qui avait été buteur contre le PSG il y a quelques jours. Martinelli et Saka ont été les 3 buteurs du côté d'Arsenal, donc parfait, 29 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts inscrits, donc parfait. Et concernant Saka, c'est simple, indécisif, sur les 3 buts, il a marqué un but et il a délivré les 2 passes D, donc une passe D pour Havertz et une passe D pour Martinelli. Quel joueur, Bukayo Saka les gars, il est quand même exceptionnel en ce début de saison. Et c'est simple, son début de saison en 7 matchs de Première Ligue, il a marqué 2 buts, mais il a délivré quand même 7 passes D. C'est bien sûr lui le meilleur passeur actuellement du côté du championnat anglais. Regardez, seulement contre Leicester où il n'a pas fait de passe D, mais par exemple il y a Southampton 2 passes D. Sinon tous les autres matchs il a réalisé au moins une passe décisive. Bukayo Saka. Et Bukayo Saka est devenu donc ce week-end le 5e ailier de l'histoire de la Première Ligue à être impliqué dans minimum 90 buts en Première Ligue à 23 ans. Il est déjà à 91, il est au même niveau que Rashford. Par exemple, Ronaldo, regardez, CR7, les gars, il était décisif sur 118 buts à 23 ans. Saka, c'est déjà pas mal, c'est 91 pour le joueur anglais. On continue avec les 4e actuellement de la Première Ligue. C'est Chelsea qui joue contre Nottingham, mais c'est quand même 2 points de perdu pour Chelsea, parce que non, il restait sur 5 victoires d'affilée Chelsea, donc ils se sont fait accrocher. Donc un partout, donc Madueke Wood était buteur. Notez que Ward-Prowse a pris un rouge à côté Nottingham Forest, donc c'est un bon point
pris surtout par Nottingham Forest. Donc voici les stats de la partie. Madueke, le buteur côté Chelsea. Sur ses 6 derniers matchs de Première Ligue, il a marqué 4 buts. Voilà, un attaquant. On sait qu'il y a Nicolas Jackson qui est en forme, lui aussi il est en forme du côté des Blues. Et il a marqué bien sûr sur une passe D de qui de lui, les gars, de Cole Palmer, les gars, qui a délivré la passe D pour Madueke. Et sur l'année 2024, depuis janvier, Cole Palmer est le joueur qui compte le plus de passes D en Première Ligue avec 12 passes décisives depuis le début d'année 2024. A noter les gars que Nicolas Jackson pourrait être poursuivi pour une main au visage de Morato lors d'une échauffourée après Chelsea-Nottingham où c'était très chaud à la fin du match. Et en gros, Nicolas Jackson il a mis un coup comme ça sur le visage de Morato, un joueur de Nottingham, donc il pourrait peut être suspendu, on ne sait pas, on verra. Voilà, concernant l'attaquant sénégalais. Et à noter aussi le gros match de Wesley Fofana, donc il a réussi plus de duels aériens, 6 sur 8 et plus d'interceptions, 7 que tout autre joueur de Chelsea, de Nottingham Forest aujourd'hui. Il revient vraiment en forme, c'est une super nouvelle bien sûr pour Wesley Fofana. On continue avec les 5e du championnat, Aston Villa qui jouait contre une équipe qui était mal classée, Manchester United, mais ça s'est fini sur un triste 0-0 entre ces deux équipes. Donc voici les stats. Une frappe cadrée seulement pour Aston Villa qui avait battu le Bayern il y a quelques jours, mais là cette fois-ci Manchester, il n'y a pas eu de but. Voilà, donc peut-être un beau point pris, on veut dire, pour Manchester United, parce qu'on sait qu'Aston Villa c'est quand même redoutable, mais c'est que Manchester, ils n'ont peut-être pas perdu, mais ils n'ont pas non plus gagné, c'est ça qui reste sur 5 matchs d'affilée sans gagner. Il y a 4 nuls et une défaite contre Tottenham 3-0, c'était dimanche, il y a 8 jours maintenant, mais la crise est profonde pour les Mancuniens qui n'arrivent plus du tout à gagner un match. On se demande les gars, là c'est la trêve. Déjà, je ne sais pas comment il a pu rester en place l'été dernier. Là, c'est la trêve. Je pense que les dirigeants de Manchester devraient le licencier. Manchester United reste sur 5 matchs d'affilée sans gagner. Il faut changer l'entraîneur. Dans n'importe quel club, depuis longtemps, l'entraîneur a été changé. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, bien sûr, avec cet entraîneur qui va peut-être encore rester en place. C'est totalement faux. Brighton contre Tottenham, et Brighton s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. Donc avec surtout une énorme remontada, parce que Tottenham menait quand même 2-0 dans le match. Regardez, Tottenham menait 2-0 à la 37e. Et après, ils ont fait en l'espace de 20 minutes de folie. Brighton, ils ont marqué 3 buts et du coup, ils ont su conserver cet avantage et gagner le match 3-2. Mais à noter que Tottenham, concernant ce joueur, Brennan Johnson a encore été buteur malgré la défaite de son équipe. Il a inscrit 6 buts lors de ses 6 derniers matchs avec Tottenham. Il en a marqué que 5 sur toute la saison dernière. Il est déjà à 6 alors qu'on est seulement en début de saison. Brentford contre Wolverhampton, 5-3 pour Brentford. Ça a été un festival de buts. Et comme souvent, les gars, les 4 derniers matchs de Brentford en Première Ligue, il y a eu un but qui a été inscrit avant la 2e minute de jeu. Donc là, contre Wolverhampton, 1 minute et 15 secondes de jeu. Donc voilà, très tôt. Mais regardez, même les matchs juste avant, les gars, c'était même avant la première minute. Le match avant contre West Ham, un but à la 35e. Contre Tottenham, à 22 secondes de jeu. Et contre Manchester City, 22 secondes de jeu. Et là, ce week-end, c'était 1 minute et 15 secondes de jeu. C'est fou. Les 4 derniers matchs, et toujours avant 1 minute et 16 secondes, on va dire. C'est quand même fou de marquer à chaque fois aussi rapidement. Ils se mettent toujours bien, on peut dire, dans les rencontres. Donc c'est Collins qui a marqué. Bon, ils se sont fait égaliser grâce à Cunha 2 minutes après. Mais voilà. Et concernant Mbeumo, donc il a été buteur sur penalty et c'est actuellement lui le co-deuxième meilleur buteur de la Première Ligue, derrière bien sûr Haaland. Donc il y a un autre joueur aussi qui a marqué 6 buts et qui doit être, je pense, Cole Palmer. Il est au même niveau. C'est le 2e meilleur buteur ex aequo du championnat de Première Ligue. Et concernant Wolverhampton qui a perdu 5-3, Wolverhampton les gars, c'est une catastrophe totale. Donc aucune victoire en 7 matchs pour Wolverhampton. C'est le pire début de la saison du club depuis 2003, depuis 20 ans tout simplement pour Wolverhampton. Ils ont fait un nul contre Nottingham, sinon ils ont déjà perdu 6 matchs à Nottingham qui est actuellement dernier bien sûr de cette Première Ligue. Leicester contre Bournemouth, Leicester s'est imposé 1-0, parfait bien sûr, ça donne 3 points pour eux. West Ham s'est imposé 4-1 contre Ipswich, sinon les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé, peut-être Everton Newcastle parce qu'il n'y a pas eu de but, 0 lors de cette rencontre. Et le classement, Liverpool en tête avec 18 points devant City et Arsenal 17 points, après il y a un petit creux avec Arsenal Chelsea où ça passe de 17 à 14. Donc Aston Villa 14 et Manchester United 14e. Comment c'est pas possible les gars que Ten Hag reste encore en place pendant la trêve. 14e, c'est une catastrophe totale. Et Wolverhampton, comme je vous ai dit, dernier ex aequo avec Southampton, toujours aucune victoire. Les 4 derniers là, il y a toujours 0 victoire pour Ipswich, Crystal Palace, Southampton et Wolverhampton. On quitte l'Angleterre, direction la Liga et on commence avec les leaders, le FC Barcelone qui jouait hier après-midi à Alaves. Et grosse victoire du FC Barcelone, 3-0 avec un triplé bien sûr de Robert Lewandowski qui est vraiment exceptionnel dans ce début de saison. On a l'impression de revoir le Lewandowski Prime quand il était à l'époque du côté du Bayern Munich. Donc voilà, 14 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour le FC Barcelone et deuxième triplé de suite quand même pour Lewandowski qui a marqué un triplé contre l'équipe sud des Young Boys de Berne
mercredi en Ligue des Champions lors de la victoire 5-0. Et là, il marque 6 buts sur ses 2 derniers matchs. Pour l'attaquant polonais, donc meilleur buteur des 5 grands championnats européens, avec 12 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Pour Robert Lewandowski, donc c'est 12 buts en 11 matchs et on peut rajouter aussi 2 passes D pour l'attaquant polonais. A noter que lui, il n'a pas marqué vu que Lewandowski a marqué les 3 buts, mais il a délivré une passe D. Et Rafinha, les gars, est décisif ou passeur D sur 12 fois en 11 matchs. Lui aussi, les gars, il fait un énorme saison, donc 6 buts, 6 passes D, 11 matchs pour le joueur Rafinha. Et c'est que la triplette Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, c'est le trio actuellement le plus prolifique d'Europe, devant le trio du Bayern et le trio de Liverpool. Donc les trois, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, c'est 23 buts, avec 3, son cumul bien sûr. Donc les deux ont été décisifs, mais concernant Lamine Yamal, donc il a joué, mais il n'a pas été buteur ni passeur D, et regardez, il était complètement dégoûté quand il a été remplacé en fin de match, parce que lui, il voulait jouer le match entier. Et surtout, il n'a pas été décisif. Donc, on peut voir qu'il a tiré un petit peu la gueule alors que quand même son équipe a mené quand même bien sûr 3-0. A noter que Ferran Torres a été blessé lors de cette rencontre. Il s'est blessé au ischio-jambier. Il sera absent entre 4 et 5 semaines. Donc, il reviendra même peut-être à la trêve de novembre. Il pourrait faire son retour. Ferran Torres. C'est les 3 prochains matchs du Barça parce que là maintenant, place à la trêve internationale. Mais dès le retour, les gars, le 20 octobre, là dans 13 jours, ça sera un Barça-Séville. Ça sera compliqué. Puis après, ça sera un Barça-Bayern. Et 3 jours après, un Real-Barça, le Classico. Donc voilà, c'était vraiment du très très costaud, on peut dire, pour le FC Barcelone. Et tiens, en parlant du Barça, on va juste parler aussi des filles, parce qu'elles ont gagné 8 ce week-end contre Madrid CFF. C'est pas le Real Madrid, il y a le Real Madrid féminin et Madrid CFF. Donc c'est une équipe dans la banlieue de Madrid. Bref, 8-1 pour le Barça. Elles avaient gagné 10-1 contre Grenade la semaine dernière. Elles ont marqué 18 buts lors des 2 derniers matchs. C'est un rouleau compresseur, le Barça féminin. Tiens, on va parler maintenant du Real Madrid qui jouait. C'était samedi soir contre Villarreal et victoire. Ça, ils ont retrouvé la victoire après avoir perdu contre Lille. 2-0. Donc, Fede Valverde et Vini Junior ont été les 2 buteurs de la rencontre. Donc, c'est simple. 11 tirs, 2 tirs cadrés pour le Real. 2 buts inscrits. Parfait, efficacité à 100% pour l'équipe madrilène. Et le Real Madrid est invaincu depuis plus d'1 an en Liga. 41 matchs sans perdre pour les merengues en Liga. Donc les hommes de Carlo Ancelotti tenteront d'égaler le record de 43 matchs du FC Barcelone. Le Barça, c'est le record ultime en Liga. 43 matchs sans perdre entre 2017 et 2018. Donc lors du Classico, donc déjà le Real affrontera le Celta Vigo dès le retour de la trêve. Donc ça sera au Celta. Donc s'ils ne perdent pas, ils seront à 42 matchs. Et on sera à un match du 43 du Barça. Et en gros, ce 43e match, ça sera contre le FC Barcelone. Le match ensuite d'après, on peut dire le 27 octobre, tiens, dans 20 jours, jour pour jour. Donc voilà ce qui attend, on peut dire. Le Real qui va vouloir bien sûr essayer d'effacer le record du FC Barcelone. Et à noter que le Barça a perdu quand même très très gros lors de cette rencontre. C'est concerne Dani Carvajal parce qu'il s'est blessé. Quand on voit les gars, sa jambe, elle n'est pas droite. Elle a un peu courbé comme ça sent rien de bon les gars. Donc grosse blessure pour Dani Carvajal, le capitaine, on peut le voir avec le brassard de cette équipe madrilène. Donc il est sorti sur civière en pleurs pour Carvajal. Et surtout les gars, avec cette faute là, le joueur de Villarreal il peut rien, c'est surtout Carvajal, après c'est dans le jeu. Il a eu 3 blessures en une faute en gros. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, rupture du ligament collatéral externe du genou droit et rupture du tendon poplité de la jambe droite. Donc là, quand on lit ça, même si on n'est pas médecin, on sait que ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout pour Dani Carvajal. Donc il est parti, bien sûr, il est parti en civière, en ambulance directement à l'hôpital. Il a dit donc une blessure grave au ligament croisé est confirmée. Je vais devoir passer au bloc, se faire opérer et rester quelques mois hors des terrains. J'ai hâte déjà de commencer la guérison et de revenir comme une bête. Un grand merci à tous pour vos messages, je me sens très aimé. Mais voilà, c'est une grave blessure. Donc en gros, c'est un an. Un an d'indisponibilité, il reviendra début d'année. Donc là, c'est fin de saison pour Dani Carvajal. Et c'est bien sûr une catastrophe du côté du Real. Et du coup, le Real va changer ses plans. Et pour la première fois depuis 6 ans, le Real Madrid compte être actif sur le marché des transferts cet hiver. Donc le mercato hivernal du 1er au 31 janvier. Donc le Real, jamais ils font venir un joueur. Et là, ils vont faire venir peut-être un, voire peut-être même 2 joueurs lors du mercato. Les merengues cherchent un défenseur central et un latéral droit lors de ce mercato. Donc voilà, parce qu'avec les blessures, tout ça, deuxième partie de saison, il y aura bien sûr les matchs élimination directe de Ligue des Champions. Il y aura aussi la Coupe du Monde des clubs où il ne sera pas là, tout simplement, Dani Carvajal. C'est pour ça qu'il leur faut un nouveau latéral droit. Même si à Lucas Vazquez,
c'est quand même léger, Lucas Vazquez. Donc il y a des noms, tout d'abord les défenseurs centraux ciblés. Il y a Luqueba, il y a Jorelato et il y a Vic Torres, un tout jeune joueur brésilien de 18 ans. Alors, des joueurs qui pourraient, enfin un des trois pourrait débarquer au Real en tant que défenseur central en janvier. Et au poste de latéral droit, c'est lui, il fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Alexander Arnold, on parlait déjà de lui avant qu'il se blesse, Dani Carvajal. J'avais dit que c'était un joueur que le Real ciblait pour l'été prochain vu qu'il allait être libre. Du coup, le Real pourrait peut-être passer à l'action dès janvier. Bon là, il sera payant vu qu'il lui restera encore quelques mois de contrat. Donc les choses pourraient changer. Reste à connaître la position de Liverpool cet été parce que de base, c'était pour l'été prochain que le Real voulait le faire, mais il pourrait le faire, comme j'ai dit, dès le 1er janvier 2025. Et concernant, pour revenir sur Carvajal, est officiel, le Real Madrid prolonge Dani Carvajal pour lui montrer en gros son soutien, parce que lui est en fin de contrat en fin de saison, donc là ils auraient pu se dire, le Real, il est blessé, on va pas le prolonger, c'est fini les gars, voilà, en plus il va reprendre encore un an. Donc non, le Real pour montrer son respect vraiment par rapport à tout ce qu'il a pu apporter au Real, ils l'ont prolongé dès qu'il a eu sa blessure, ils l'ont prolongé officiellement d'une nouvelle saison, tout simplement, Dani Carvajal. Et Carvajal sur son compte Instagram, il a réagi, je n'ai que des mots de gratitude envers le Real Madrid et notre président Pérez. Un jour comme aujourd'hui, où il se fait une grave blessure, nous annonçons la prolongation jusqu'en 2026, ce qui décrit le Real Madrid comme le meilleur club du monde. Les succès que nous partageons nous remplissent de bonheur, mais c'est dans les moments durs que l'âme se montre un merci. Real Madrid, il reste beaucoup de Carvajal habillé en blanc, parce que voilà, lui, il se blesse et le Real, pour lui montrer qu'il est important, le prolonge tout simplement, un peu à l'image du Barça avec Marc Bernal, qui a été blessé également, et que le Barça a prolongé dans la foulée. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Dani Carvajal, c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe madrilène. Et c'est pas fini parce qu'un autre joueur également a été blessé. C'est Vini les gars qui est sorti sur blessure, visiblement touché à l'épaule, Vini Junior en fin de match. Bon, c'est beaucoup moins grave bien sûr que Carvajal, mais il souffre en gros d'une lésion cervicale. Et en gros, voilà, c'est officiel, il ne jouera pas avec le Brésil lors des 2 prochains matchs de la trêve. Il restera à Madrid pour se soigner. Et du coup, ça sera Andrés Pereira, un joueur de Fulham qui a été buteur ce week-end contre City, qui va remplacer Vini Junior du côté de la sélection brésilienne. A noter que lui aussi n'ira pas avec le Brésil. C'est Eder Militao ne rejoindra pas non plus le Brésil durant cette trêve internationale. Lui aussi blessé, ça fait quand même beaucoup de blessés du côté du Real. Et l'Unin aussi, les gars, officiel, l'Unin ne rejoindra également pas le rassemblement de l'Ukraine. Après Mbappé, Vini, Militao, le Real Madrid voit un international de plus rester à la maison durant cette trêve et se soigner. Donc voilà, c'est quand même Bon, le Real a gagné ce week-end, mais ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs. On revient sur le match, donc lui, lui on ne sait pas, parce que normalement il est blessé, parce qu'il n'est pas convoqué en équipe de France, mais il a joué titulaire. Donc, avec Mbappé, on ne comprend plus rien du tout. Et Mbappé, donc il a joué titulaire déjà, alors que normalement il est blessé, parce qu'il n'est pas en équipe de France. Mais il a joué 70 minutes, mais il a fait un match catastrophique. Kylian Mbappé, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 passe clé, 0 centre réussi, 0 récupération, mais 10 ballons perdus pour Kylian Mbappé. Donc voilà, sorti à la 70e, remplacé par Rodrigo. Donc voilà, concernant Mbappé, c'est que si on regarde les autres joueurs, Valverde, gros match, un but, une passe D, Modric, passeur D, Bellingham par une note en vert, pareil pour Camavinga, Vini buteur, et Mbappé, une note en orange, pour dire que voilà, c'était l'un des plus mauvais. Alors, c'est quand on voit des stats comme ça, il a été catastrophique. Kylian Mbappé, du coup, qui ne sera pas, enfin, il a pu jouer, mais voilà, comme je dis, c'est très étrange, qui peut jouer avec le Real, mais il ne peut pas jouer avec l'équipe de France, qu'il est blessé, alors qu'il a joué ce week-end avec son club. C'est incompréhensible. Bref, et tiens, concernant ce match, à noter que Toni Kroos était présent dans les loges. Il n'a pas joué bien sûr Toni Kroos, mais il est parti voir son ancien club bien sûr, où il a pris sa retraite il y a quelques semaines. On continue avec les autres matchs. La Real Sociedad contre l'Atlético, c'était hier soir, et l'Atlético menait au bout de 1 minute de jeu grâce à Alvarez, buteur sur une passe D de Griezmann, et Susic a égalisé à la 84e minute du match. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Susic, les gars, magnifique frappe en pleine lucarne. Bref, un partout. Donc la Real Sociedad a même mérité mieux, 16 tirs, 8 tirs cadrés, il y a eu quand même 7 arrêts d'Oblak côté Atlético. Donc l'Atlético, c'est seulement une frappe cadrée où ils ont marqué au bout d'1 minute de jeu. Sinon après ils n'ont plus rien montré. Donc voilà. Et concernant Griezmann, donc passeur D, il a joué hier, c'était son 400e match. C'est quand même une barre symbolique, les 400 matchs en club. Voilà. Donc pour cette rencontre, il a été passeur D. Donc 184 buts et 89 passes D en 400 matchs du côté des Colchoneros. Et lors de ce match, la famille Griezmann a assisté à la rencontre entre la Real Sociedad, mais pas qu'avant de jouer à l'Atlético, il jouait à la Real Sociedad. Donc en gros, malheureusement, elle a dû écouter les chants, enfin elle a dû écouter les chants, parce que maintenant, voilà, il est sifflé maintenant du côté de la Real Sociedad, parce que je joue à l'Atlético, Griezmann meurt, chantaient les supporters de la Real Sociedad, pourtant il a joué dans ce club, et il y avait toute sa famille à Griezmann dans le stade de la Real Sociedad, donc vous avez entendu des Griezmann meurt, c'est pas super on peut dire. Girona contre Bilbao, et Girona s'est imposé 2-1 avec un grand
Gazaniga qui a arrêté 3 pénaltys les gars dans ce match, c'est fou. Voilà, il y a 3 pénaux qu'il a pu stopper. Et puis voilà, du coup ils ont gagné 2-1 voilà, lors de cette rencontre. Séville, le derby de Séville, le FC Séville s'est imposé 1-0 contre le Betis ce week-end. Les autres résultats, tiens, on va juste parler aussi de l'Espagnol contre Mallorca. L'Espagnol, il y a eu 2-1. Parce que je vous l'avais dit, c'était samedi quand on avait fait l'avant-match, je vous avais dit que l'Espagnol allait rentrer les joueurs avec des chiens pour qu'ils soient adoptés, ces chiens. Voilà, quelques photos quand ils sont rentrés avec les chiens pour qu'ils puissent être adoptés. Et le classement de cette Liga, pour revenir sur le football espagnol. Donc le Barça, bien sûr, en tête devant le Real Madrid en 2 matchs. Il y aura le Classico, Real contre le Barça. Donc Atlético 3e et Villarreal à la 4e position de cette Liga. On quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec l'Inter Milan qui joue contre le Torino. Et 3-2 pour l'Inter Milan. Et un triplé de Marcus Thuram. Voilà, incroyable, donc 29 tirs, 8 tirs cadrés, un gros match de la part de l'Inter Milan. Mais Thuram voit triple, c'est vrai que Thuram les gars, en club les gars c'est exceptionnel, en équipe de France c'est catastrophique, on se demande. Voilà. Et on veut un peu comme Fabien Ruiz, tiens, avec l'Espagne où il est très très bon. Et avec son club, lui c'est l'inverse. Fabien Ruiz, lui c'est en sélection il est très fort et en club où il est mauvais. Et lui c'est l'inverse, lui il est très fort avec son club, mais en équipe de France il est catastrophique Thuram. Donc il a marqué ses 5e, 6e et 7e buts en Serie A en 6 matchs. Il est co-meilleur buteur actuellement de ce championnat italien. Lui aussi il en a marqué 3, c'est Retegui lors de la victoire de l'Atalanta contre Genoa 5-1. Il a marqué le triplé Retegui. Donc voici tout d'abord les statistiques de cette partie avec la domination totale bien sûr de l'Atalanta. Et lui aussi, j'ai dit un co-meilleur buteur pour Thuram avec Retegui. Les deux sont les 2 meilleurs buteurs avec 7 buts inscrits en 7 matchs pour les 2 joueurs. La Juventus Turin joue contre Cagliari. Score final 1-1 entre ces 2 équipes. 2 buts inscrits sur penalty pour Vlahovic et Marin. Côté Cagliari, voici les stats de la partie. Et Vlahovic, c'est vrai que sur ses 3 derniers matchs, il a inscrit 5 buts. Il restait sur 2 doublés. Puis la Cagliari a marqué il a marqué en gros sur penalty. Et c'est vrai que Vlahovic, quand il a marqué, il a montré le maillot Bremer. Je ne sais pas si vous avez suivi Bremer, les gars. Il s'est fait les ligaments croisés, le défenseur brésilien. Blessé, un peu comme Carvajal, blessé jusqu'à la fin de saison. Donc c'est pour ça qu'il avait montré bien sûr le maillot de son collègue. La Fiorentina contre l'AC Milan. La Fiorentina s'est imposée 2-1. Donc un match où il s'est passé beaucoup de choses. 2 cartons rouges en toute fin de match. Comme Théo Hernandez, qu'après un rouge, il sera suspendu le prochain match. 2 pénaltys arrêtés. Enfin, Milan, les gars, 2 pénaltys à tirer, ont marqué 0. Et un pénalty arrêté pour Mike Maignan. Bref, voilà, je vais vous dire que ça va être plus simple. David De Gea, en gros, il a arrêté 2 pénaltys. Alors, de cette rencontre, le pénalty de Théo Hernandez et le pénalty de Tammy Abraham. Et de l'autre côté, Mike Maignan lui a arrêté un pénalty. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'arrêts bien sûr côté gardien, mais voilà, concernant David De Gea, donc il est devenu hier face à Milan le premier gardien à stopper 2 pénaltys dans un match depuis 9 ans en Serie A. Donc sur ces 8 dernières années à Manchester United, il avait stoppé uniquement 3 pénaltys, 3 pénaltys arrêtés sur les 8 ans à Manchester, alors que là il en a arrêté 2 lors du même match. Donc grosse performance bien sûr de David De Gea. Le match compliqué de Théo Hernandez, donc il concède un pénalty, c'est lui qui cause un pénalty sur une faute. Ensuite, il a un pénalty à tirer, il le rate, un pénalty arrêté par De Gea. Il est passeur d'aile à la 60e et en toute fin de match, il prend carton rouge pour contestation. Voilà le match de Théo Hernandez. Et Paulo Fonseca, le coach de l'AC Milan, sur son AC Milan, il a dit « Nous devons nous améliorer, le vrai Milan n'est pas encore proche ». Voilà, bon après, est-ce qu'il va rester en place parce que Milan, les gars, c'est quand même compliqué en ce début de saison. Monza contre l'AS Roma, c'est aucune équipe qui s'est imposée vu qu'il y a eu un partout. Voilà, donc partage de points entre ces 2 équipes. Les autres résultats, Bologne a fait 0-0 contre Parme. La Lazio s'est imposée 2-1 contre Empoli avec de nouveau une passe D de Nuno Tavares, l'ancien joueur de l'OM qui est à 5 passes D en 5 matchs, un meilleur passeur actuellement. Donc bref, voilà, si tous les résultats. Classement meilleur buteur, j'ai dit Retegui, Thuram, c'est 7 buts pour les deux. Après, il y a Pulisic et Vlahovic qui sont à 5 buts. Et Cutrone qui a 4 buts, je ne sais pas trop où il joue. Ce joueur. Et le classement tout court de la Serie A. Donc Naples, ils ont joué vendredi. Je n'en ai pas parlé parce qu'ils ont joué. Ils avaient gagné 3-1 contre Como. Donc Naples, toujours en tête, bien sûr. Ils avaient commencé première journée. Vous avez pris un 3-0 lors de la première journée. Contre Hellas Vérone, depuis les gars, ils enchaînent des bons résultats. Donc devant l'Inter, ils sont premiers. Udinese 3e, à la Juve 4e et la Lazio à la 5e position. Les Roma, ils sont loin, quand même 11e de ce championnat. Et on finit avec le dernier gros championnat, c'est le championnat allemand avec cette grosse rencontre Francfort contre le Bayern. Beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre, ça s'est fini sur un 3 partout. Donc il y a eu des buteurs français. Je vois Hugo Ekitike, je vois Upamecano, je vois Michael Olise, 3 buteurs français différents lors de cette rencontre. Donc voici les statistiques. Donc un match quand même dominé totalement par le Bayern Munich. Quand je vois plus de 22 tirs, 13 tirs cadrés pour le Bayern
Et bon, peut-être 3 buts marqués, mais quand même 10 arrêts du gardien de Francfort, qui a fait un match exceptionnel. Voilà, bon, Francfort ça sort bien, ils ont eu beaucoup moins de tirs, mais voilà, ils ont réussi à prendre un point contre le Bayern. Et ce joueur, les gars, fait un début de saison de fou. Omar Marmous face au Bayern Munich, c'est 2 buts et une passe D, il est décisif sur les 3 buts de son équipe, parce que sur le but d'Hugo Ekitike, c'est lui qui a fait la passe D tout simplement, ce joueur. Donc le joueur égyptien, les gars, c'est dingue. Donc là, bon, il a marqué seulement un but. Après, il en a marqué 2, donc là on peut mettre 2 buts et une passe D. Sinon, regardez, Beşiktaş, il a marqué contre Stelkel, il a marqué un doublé et un doublé de passe D. Voilà, en gros, il y a seulement contre l'équipe de Pilsen et Dortmund, il n'a été ni buteur ni passeur D. Début de saison quand même très très bon pour ce joueur. Donc 9 matchs, 9 buts et 6 passes D pour ce joueur, qui est le joueur le plus décisif parmi les 5 gros championnats européens, toutes compétitions confondues. Hugo Ekitike, buteur lui aussi. Son deuxième but de la saison Bundesliga. Félicitations bien sûr pour l'ancien parisien. À noter qu'Olysée a également été buteur. 9 matchs, 6 buts et 3 passes D pour le joueur du Bayern. Et tiens, en parlant d'un autre français, c'est d'ailleurs Upamecano et Hurricane. Les deux sont sortis sur blessure. Et concernant Upamecano, est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Par rapport à la blessure qu'il y a eu ce week-end. Son IRM, après sa blessure à l'ischio-jambier, a révélé qu'il avait besoin de repos, et du coup un autre défenseur devrait être appelé pour la liste des Bleus. Il y avait également Leverkusen contre Ostelkiel, et c'est fou, Leverkusen menait déjà 2-0 au bout de 8 minutes de jeu. On s'est dit, oula, Ostelkiel quand même pris 6-5 contre le Bayern Munich. On a dit, ils vont prendre une correction, pas du tout les gars, ils ont su revenir. Ils ont fait une petite remontada 2-2. Voilà, donc du coup, partage des points. Il y a quand même 2 points de perdus pour Leverkusen face au promu Ostelkiel. Donc voici les statistiques de la partie. Et côté quand même, Leverkusen, il a été buteur. Boniface au bout de 4 minutes de jeu. Et 6 buts et une passe D en ce début de saison pour l'attaquant nigérian. Il y avait également Union Berlin contre Dortmund. Et Union Berlin s'est imposé 2-1 avec un but de ce joueur Voigt. Là, on peut voir la 26e. Et ce joueur, les gars, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Tout d'abord, voici les stats. Et ce joueur, les gars, Kevin Voigt, a marqué contre Dortmund, son premier but depuis plus de 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas marqué le moindre but. Bon, il a marqué un but sur penalty. L'Union Berlin, mène face à son adversaire du jour. Ils ont même gagné le match 2-1. Mais voilà, 10 ans qu'il n'avait pas marqué le moindre but. Ce joueur, les autres résultats, avec la victoire par exemple de Mayence 3-0, la victoire de Wolfsburg 3-1 ou la victoire de Leipzig qui est important 1-0 du côté de Heidenheim. Et le classement, le Bayern Munich avec Leipzig en tête, 14 points, Francfort 13 points. À noter que Leverkusen est actuellement à la 5e position de ce championnat allemand. On continue très rapidement, un peu plus rapide avec les autres championnats mineurs. Il y a aussi d'autres résultats à parler. Tiens, du côté de l'Arabie Saoudite ce week-end, il y avait Al Nasser contre Al Oroba, une équipe promue, et Al Nasser s'est imposé 3-0 avec un doublé de Sadio Mané et un but de Cristiano Ronaldo sur penalty CR7. Donc 9 matchs, 8 buts et 2 passes D pour Cristiano Ronaldo. C'est simple, Al Nasser, les gars, c'est 18 penalty obtenus pour 18 marqués. Enfin, je crois la plupart, quand il était sur la pelouse, c'est Ronaldo à chaque fois qui a tiré les pénaux. Et du coup, avec ce nouveau but, Ronaldo monte son total à 905 buts inscrits dans sa carrière. Objectif pour lui, je pense, c'est les 1000 buts dans sa carrière. Il y avait également un gros match, Al-Ali contre Al-Hilal, et c'est Al-Hilal qui s'est imposé de 1 grâce à Mitrovic, doublé pour l'attaquant serbe contre un but de Gabi Vega. Il a marqué côté Al-Ali. Donc du coup, tous les autres résultats de ce championnat saoudien. Et du coup, c'est Al-Hilal, 6 matchs, 6 victoires, qui est en tête, 18 points, 3 points d'avance sur Al-Ittihad et 4 points d'avance sur Al-Nasser. Les 3 plus grosses équipes du championnat saoudien sont en 3 premières positions. Al-Ali, où il y a quand même Mahrez, tout ça, est quand même 10e. Ils déçoivent cette équipe. Du côté du Portugal, voici tous les résultats. Donc à noter, le Sporting s'est imposé 2-0 contre Casapia. Et bien sûr, il a été buteur Gyökeres. 12 buts et 3 passes des 11 matchs, toutes compétitions confondues cette saison pour l'attaquant suédois. A noter que le Benfica jouera le jeudi 19 décembre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas joué ce week-end, j'en sais rien. Bon, le match est décalé. 19 décembre, dans 3 mois. Bref, donc concernant le classement, ça donne quoi? Le Sporting en tête devant Porto et le Benfica avec un match en retard. Ce match qui joueront jeudi en décembre prochain contre l'avant-dernier du championnat. Du côté de la Turquie, les résultats également. En grosse équipe, donc le Beşiktaş, ça fait un partout. Le Galatasaray s'est imposé 1-0 et le Fenerbahçe, je les cherche, ils sont le Fener, ils sont je sais pas où, ils ont peut-être pas joué le Fenerbahçe parce que je les vois pas. Bon, bref, ils sont pas là. Bon. Concernant le classement, le Galatasaray est en tête avec 8 matchs joués, 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Déjà 24 buts inscrits quand même pour le Galatasaray. C'est fou que je vois pas le Fenerbahçe. Peut-être ils avaient déjà joué un match en retard ou j'en sais rien.
Bref, concernant le championnat néerlandais, voici tous les résultats en grosse équipe. Le Feyenoord Rotterdam s'est imposé 2-1. Concernant, je sais pas, tiens, le PSV s'est imposé également 2-1. Et le PSV, pour l'instant, c'est du carton plein. 8 matchs, 8 victoires. 27 buts marqués pour seulement 5 petits buts encaissés. Du côté du championnat belge, parce qu'on m'a demandé, je me souviens en commentaire, j'ai pu voir, tu peux parler du championnat belge. Bon, on va parler, tiens, voici tous les résultats. Avec le nul de la Gantoise, avec le nul aussi de Bruges contre Union Saint-Gilloise. C'était comme le gros match de cette journée. Le classement, c'est Genk devant la Gantoise et Anderlecht aux 3 premières positions. A noter qu'il y avait également l'Inter Miami qui jouait ce week-end contre Toronto. L'Inter Miami s'est imposé 1-0 grâce à Campagna, buteur à la 93e minute de la partie. A noter que Suarez et Messi ont commencé sur le banc lors de cette rencontre. On va parler aussi rapidement de Salzbourg qui a pris 4-0. Souvenez-vous, il y a quelques jours contre Brest en Ligue des Champions. Et bien là, ce week-end, il joue contre Sturm Graz. C'est une équipe que Brest a également battue lors de la première journée de LDC. Et Sturm Graz a mis un 5-0 à Red Bull Salzbourg. Donc Salzbourg, ils ont pris 9 buts sur leurs 2 derniers matchs contre Sturm Graz et contre Brest la semaine dernière. Il y avait également ce week-end, on va finir avec ça, la Coupe du Monde de futsal où c'était hier la finale, la grande finale entre le Brésil et l'Argentine. Et c'est le Brésil qui gagne tout simplement cette Coupe du Monde de foot en salle. Une victoire 2-1 pour les Brésiliens, donc parfait bien sûr pour le Brésil. Donc à noter que l'équipe de France jouait le match de la petite place pour la 3e place. Moi je contre l'Ukraine. Et bon, ils ont perdu une grosse défaite 7-1 pour l'Ukraine contre l'équipe de France. Donc il finit comme 4e. C'est quand même un très bon résultat. Surtout que c'était la première fois de son histoire que l'équipe de France jouait une Coupe du Monde finisse en demi-finale. Enfin, à la 4e position. C'est bien sûr une Coupe du Monde réussie. Donc voilà les gars, ce long épisode. J'ai parlé de tout ce qu'il y a à dire, bien sûr, sur ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Donc là, maintenant, on bascule sur la trêve internationale. Il n'y a plus de match de club, mais bon, on va parler bien sûr des sélections. Ça va commencer là d'ici quelques jours. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.